du chantier naval du Havre de la Ciotat, Adelshofen, Celatex, Michelin, Epeda, Ludanone, Marks & Spencer, les chaussures Bata, Levi's, Giat Industries, Airlib, Reims Aviation, Daewoo, Alcatel, EADS Aéronautique, Aventis, ACT, Matra, Grimaud Logistique, Alstom Saint-Ouen, Béguesset, Péchinet, France Télécom, Orangina, NOS, Testou, Palace Parfum, Métal Europe, Bayer, Arcelor. De faire péter tout ça. Vous êtes sur la clé des ondes 90.10. Donc, on a avec nous Jean-Marie Darmian qui est invité. Bonsoir. Bonsoir. Et son frère Alain. Bonsoir. Donc, on va quand même parler un peu du personnage. Pour connaître quelqu'un, il faut savoir un petit peu suivre sa carrière. Donc, il a été diplômé de l'école normale d'instituteur en 1967. Il est né à Sadirac, dans l'Entre-deux-Mers, en 1947. Il est nommé, à 20 ans, directeur de l'école des garçons de Castillon-la-Bataille. Un poste à responsabilité. Et à l'époque, tu étais mineur. Oui, cette classe est mineure, et donc pas de droit de compte en banque et pas le droit de signer d'acte administratif. C'était un peu compliqué à gérer, mais ça s'est pas trop mal passé. Mais je rappelle qu'au cours de l'année scolaire, il y a eu mai 68, ce qui a compliqué les choses quand même. Voilà donc mai 68, après 69 enseignant à Pessac, à Bordeaux, à Lormont, à Crayon, à Sadirac, donc connaissant bien le milieu enseignant, connaissant les enfants, connaissant les demandes aussi de la population et le souhait de voir une société plus juste et égalitaire. Diplômé donc maître formateur conseiller pédagogique, travaillé dans la communication en 1983. Il a été donc président délégué, mais ça, les titres, je pense que ça ne l'intéresse pas beaucoup, mais même si ça existait. Donc il a œuvré aussi longuement, j'ai lu en cherchant un petit peu partout, en faveur d'une école laïque, solidaire et égalitaire. Le principe donc de la République, liberté, égalité, fraternité. Ensuite, j'ai vu que tu es passé dans l'éducation nationale et dans le syndicalisme à l'époque. Tout socialiste devait passer par un syndicat, je pense. Oui, c'était obligatoire, puisque quand on adhérait au parti, on nous demandait à quel syndicat on était adhérent. Et en 74, j'étais adhérent au syndicat national des instituteurs, qui était unitaire, qui regroupait toutes les tendances. La FEN, qui est passée FSU. Et la FEN, qui est passée FSU. Mais à l'époque, nous étions un syndicat dans lequel le débat était permanent, puisque on allait de l'extrême gauche, j'allais dire, au socialisme modéré, aux anciennes de la SFIO, mais ça fonctionnait. Ça fonctionnait. Il y avait aussi ce qu'on appelle les groupes socialistes d'entreprise. Oui. J'ai connu ça à la Poste, au Télécom, dans les grandes boîtes. Il y avait des groupes socialistes d'entreprise. Ils n'existent plus. Non, ça n'existe plus. C'est-à-dire, l'entreprise n'est pas devenue un lieu dans lequel, mais mon frère pourrait en parler puisqu'il a été syndicaliste CFDT, mais il n'y a plus de rapport entre le politique et le milieu ouvrier. Et c'est peut-être ce qui explique les désillusions actuelles et les dérives actuelles. Ça manque cette connexion entre pour moi, les oui, salariés. Oui, parce que c'est des gens qui souvent ont du bon sens, c'est des gens qui sont capables de mener des combats, et c'est des gens qui quelquefois ont une appréciation beaucoup plus pragmatique que l'ont les politiques que je qualifierais de professionnels, puisque malheureusement actuellement nous assistons aussi à une dérive dont on pourrait parler, c'est la professionnalisation de la vie politique qui nous conduit peut-être aux dérives actuelles. Et maintenant, je vois pas des pontes du Parti socialiste venir distribuer des tracts, être au contact de la réalité. Ouais. C'est une des réalités dont on tient compte aujourd'hui. Donc ensuite, tu as été élu donc au premier tour, et puis réélu conseiller municipal à Crayon, et puis tu as été maire à Crayon avec des scores importants. C'est pas pour passer la brosse à reluire, je tiens à le signaler, mais pour dire qui est le personnage Jean-Marie Darmian, parce que sinon on passerait à côté de beaucoup de choses. Il y a eu la piste cyclable La Pébi, dans laquelle tu as travaillé. Oui, c'est une des réalisations dont je suis le plus fier avec, à l'époque, le conseil départemental, Philippe Mandrel et Guy Trupin, mais il faut imaginer qu'une grande part du développement économique de l'Entre-deux-Mers actuellement repose sur cette piste cyclable par le tourisme à vélo, qui est devenu à Crayon une ressource qui peut représenter, d'après les estimations, 25% de la ressource estivale de la ville en termes de retombées économiques. Mais c'est vrai que à l'époque, peu de monde y a cru, et j'ai dû me battre à l'époque violemment contre la SNCF, qui cherchait à vendre ses emprises au privé déjà, voilà, au plus offrant, disons. Et donc c'est le conseil départemental qui a racheté l'ensemble et qui a évité son démembrement. Autrement, il n'y aurait pas cette utilisation
public d'un espace qui était quand même public, puisque la SNCF était une entreprise publique. Tu faisais du vélo, ça te plaisait de faire le vélo? C'était le fait que je faisais du sport, oui, mais je vais pas non plus parler toujours de ce que je faisais ou que je faisais pas. C'était surtout le fait que bien avant le boom actuel du tourisme itinérant, j'avais constaté que Créon était une place tournante, et je raconte toujours cette histoire amusante, c'est que quand je sortais de la mairie, je voyais des dizaines de cyclistes venir remplir leur bidon à la pompe qui est sur la place. Et je me disais, mais c'est pas possible, il y en passe des centaines et il y en a aucun qui rapporte au territoire à pas venir chercher de l'eau. Et donc on a inventé le point relais vélo, il y a maintenant plus de 20 ans bientôt. Il y a une espèce de guinguette voilà, on a inventé les manifestations sur la piste, et surtout, on a développé l'accueil des gens à vélo, qui permet à des chambres d'hôtes, à des gîtes et également à des restaurants de premier plan de fonctionner en été de façon constante. Donc c'est vrai que après je suis devenu président du club national des villes et territoires cyclables pendant un mandat entier. Et l'exemple de Créon a été repris dans de nombreux endroits en France maintenant. Donc c'est pour faire montre simplement que souci du bien collectif, de la vie sociale, Jean-Marie Darmian donc ensuite a été élu conseiller départemental. On ne disait pas départemental aussi, si on conseiller général. Conseiller général, pardon. C'est le conseiller général qui est devenu conseiller départemental avec toute cette réforme des grandes structures, on s'y perd. Et là donc vice-président. Avec Madrel, conseil départemental. Oui, j'ai fait 3 ans chargé de l'environnement et du tourisme, comme président de commission, et ensuite je suis devenu vice-président aux finances, et maintenant aux finances, au budget, aux affaires européennes et aux fonds européens, ce qui n'est pas la tâche la plus simple des fonds européens, parce que a priori, pour inventer quelque chose de plus compliqué que les fonds européens, il faut être technocrate et bruxellois. Et c'est ce qui est arrivé. Et puis là, arrivent les événements, arrive la situation politique dans laquelle on reviendra tout à l'heure. Et j'ai vu en cherchant un petit peu partout que tu étais écrivain aussi, que tu as écrit quand même Les Rosières du temps jadis. Bon, pour ceux qui sont intéressés, c'est épuisé, j'ai vu. Oui. Le Créonais, c'est épuisé. Oui. La Sauterelle bleue, c'est épuisé. Oui. Bertal ou l'éloge du collectionneur avec Marguerite Stahl, épuisé. Oui. Et Jour de rentrée, bon, celui-là, il n'est pas encore épuisé. Pas tout à fait. Jour de rentrée, c'était l'idée de démontrer que c'était un coup de sang déjà devant la glace à Morazan. J'avais appris que le ministère de l'Éducation nationale, à l'époque Sarkozy, supprimait la formation des enseignants. Et je m'étais dit, il faut que tu écrives un livre pour expliquer que quand arrive le jour de rentrée, que tu as poussé la première porte de la classe du CM1 de Castillon-la-Bataille, tu avais derrière toi des années et des années de formation données par des instituteurs, données par des professeurs, données par des gens qui te préparaient à assumer ce métier qu'on peut pas assumer du jour au lendemain en rentrant comme ça dans une classe. Et j'écris jour de rentrée parce que j'ai dit, c'est toute une vie qui se résume dans le jour de la rentrée, celui où on rentre la première fois dans sa classe. Vous êtes sur la clé des ondes de 90.10 avec nous, donc Jean-Marie Darmian et son frère Alain Darmian, qui, donc syndicaliste, il parlera tout à l'heure. Et puis là est arrivé ce projet de loi sur la déchéance de la nationalité, puis tu as déclaré que tu te mettais à l'écart du Parti socialiste. Alors, j'ai quand même fouillé sur France Inter, sur Radio Bleu, tu as dit, c'est une idée qui me trottait dans la tête. Alors, oui, c'est quelque chose que l'on a en soi parce que lorsque l'on a, comme moi, 40 ans d'adhésion ininterrompue au Parti socialiste, dont j'ai été exclu, il faut le rappeler déjà 2 fois, et menacé 3 fois parce que je n'avais pas forcément des idées qui correspondaient. J'étais exclu en 77 lorsqu'on s'est présenté contre le maire sortant de Créon qui n'avait de socialiste que l'étiquette qu'on voulait bien lui donner, et en 83 pour avoir écrit des articles sur les municipales et qui ne convenaient pas au parti. Je retrouve un peu la même situation depuis des années parce que je suis en désaccord profond avec la perte des valeurs et la perte de, j'allais dire, la clanification du Parti socialiste, qui est devenue une usine à soutenir des personnes et à ne plus, justement, n'en déplaise au Premier ministre actuel, à porter des grandes valeurs. Et je n'ai pas souffert, je l'ai dit, je l'ai écrit, c'est la goutte d'eau qui a forcément fait déborder un vase qui était un peu difficile, mais je crois que c'est pas en perdant son âme
et les régionales l'ont démontré, que l'on perd forcément une part de son électorat. Je crois que c'est en restant fidèle à des valeurs et à des principes que justement on peut reconquérir un électorat qui est parti. La question qu'on s'est toujours posée, c'est comment aujourd'hui le Parti socialiste a donné le poste de Premier ministre à celui qui a fait aux primaires 5%. Parce que je le répète, on est dans la course des personnalités. Ce qui me frappe dans la politique, c'est qu'il faut obligatoirement soutenir une personne. Et cette personne, qu'elle ait fait 5%, 10% ou 15%, lorsque quelqu'un a décidé de la mettre à un endroit, il faut la soutenir. Et toute personne qui émet une critique à l'égard d'un choix qui a été effectué devient suspect et devient surtout peu désirable dans la mesure où il perturbe des calculs électoraux qui sont des calculs électoraux permanents. Et le choix qui a été effectué, c'est un choix électoral. J'ai vu que Jean-Marc Ayrault reprenait un peu de sa liberté, de sa façon d'être, avec Martine Aubry, avec tout un tas d'amis comme Benoît Hamon ou des gens que je connais, que je côtoie. Et je les remercie parce que c'est une petite bouffée d'air pur que Jean-Marc Ayrault ait le courage de dire ce qu'il a dit. Parce que jusqu'à présent, c'était plutôt silence radio et évitons de se distinguer, quoi. On a l'impression aujourd'hui qu'on veut faire imploser le Parti socialiste, c'est pas possible. On a l'impression surtout que l'on prépare quelque chose qui est dans l'air depuis pas mal de temps, puisque mes informations quand même existent, même au plus haut niveau de l'État. On prépare ce que l'on peut espérer en 2017, c'est un gouvernement d'union nationale. Il faut se rappeler les élections précédentes entre Chirac et Marine Le Pen, dans lequel Chirac, le lendemain du deuxième tour où il fait un triomphe, on va lui reprocher de ne pas avoir fait le gouvernement d'union nationale, c'est-à-dire d'avoir tiré la couverture seul à lui. Je pense que là, il sera difficile à celui qui battra Marine Le Pen, quel qu'il soit, de ne pas aller vers un gouvernement d'union nationale. Et ce que je crains, c'est qu'actuellement le Parti socialiste table l'essentiel de ses pratiques sur cette technique qui consisterait à vouloir pratiquer la cogestion. On connaît des endroits où ça se pratique, la cogestion. Mais la cogestion, c'est pas nécessairement la solution au problème actuel. Parce que la cogestion, c'est des accords qui existent sur le dos d'un certain nombre de gens qui ne partagent pas nécessairement les compromis. Si je reprocherais quelque chose au président de la République actuelle, que je n'ai pas toujours soutenu, c'est qu'il est tout le temps dans la recherche de ce qui a fait la force du Parti socialiste, mais aussi sa faiblesse, la notion de compromis, pour arriver à ne pas affronter la réalité. Et c'est pas vrai. L'histoire est ainsi faite que les compromis ne résolvent jamais les problèmes. Les compromis repoussent les problèmes au jour où ça devient plus grave. Ce qui nous pose problème, c'est quand on a entendu Manuel Valls dire qu'il faut voter pour les gens de droite. Beaucoup de gens ici à la radio ont exprimé l'idée de quelle est la différence entre Jean-Marie Le Pen et Estrosi, quelle est la différence entre Jean-Marie Le Pen et Vauquiez. Xavier Bertrand, bon, on pourrait peut-être mettre des parenthèses, mais bon, il a quand même tenu des discours d'extrême droite par moments extraordinaires sur la fonction publique. Alors, quelle union nationale on peut faire avec cette politique et cette direction que le Parti socialiste, enfin François Hollande, Manuel Valls est en train de prendre? Moi, j'entends parler de fracturation un peu comme le gaz de schiste, quoi. On est en train de fracturer le terrain, autant à droite qu'à gauche. Je pense qu'à droite, la fracture arrive, faut être clair. La fracture arrivera et je pense que attendons simplement les vœux d'Alain Juppé dans les prochaines semaines et on va voir que la fracturation va exister à droite. La fracturation va exister à gauche aussi. Elle est indéniable. Si le gouvernement s'entête sur cette réforme constitutionnelle et s'il s'entête à vouloir passer en force, il est certain que la fracture existera. Et alors l'espoir, c'est de réunir deux fractures. Voilà. Pour faire un pied solide. Et voilà, faire une fracture qui passerait par le centre, j'allais dire le centre traditionnel, et qui passerait par une fracture qui marginaliserait les gens qui restent fidèles à un certain nombre de valeurs socialistes. Vous êtes sur la clé des ondes 90.10, on continue avec Jean-Marie Darmian. Là, quand même, remettre le droit du sol en question, c'est grave. C'est grave, parce que, indépendamment des arguments qu'ils avancent sur le terroriste c'est la remise en cause de ce droit-là. Alors moi j'ai écrit
un texte que je méditais depuis pas mal de temps parce que c'est quelque chose que j'ai en moi aussi et qui a besoin de s'exprimer. Premièrement, je rappelle que autant mon frère que moi, si nous sommes là, c'est parce que notre père, qui était italien par la filiation de notre grand-père, et a bénéficié d'une naturalisation familiale par le Front populaire en 1936. Donc ce droit du sol, je lui dois tout. Je lui dois tout. Il doit pas forcément que une théorie. Je lui dois ça. Alors on me dit oui, mais le droit du sol n'existait pas à l'époque. Oui, d'accord, mais en tout cas la naturalisation elle existait. Et que quand j'ai demandé une carte d'identité ou quand je demande quelque chose, on m'a demandé l'attestation de naturalisation. Donc c'est bien la preuve que c'était quelque chose. Premièrement. Deuxièmement, ce qui me choque et la clé des ondes m'offre l'occasion de l'exprimer, c'est que je suis attaqué sans cesse, même au sein du Parti socialiste, sur le fait que je mentirais sur un certain nombre de principes. Moi, je suis pour la sanction à l'égard des terroristes. Je ne suis pas un complice des terroristes. Je ne demande pas. La loi actuelle, je le maintiens, et personne ne peut me démontrer le contraire, permet de sanctionner des gens qui ont commis des actes que je condamne, barbares, des délits, des crimes. Elle existe. Appliquons-la. Deuxièmement, ce qui me préoccupe, c'est de fracturer le droit du sol dans la Constitution. C'est pas dans la loi, ça sera dans la Constitution. Or, la Constitution, elle peut être réformée que par 3/5 des membres du Parlement, et que quand ça sera inscrit dans la Constitution, quelle que soit l'issue du vote de 2007, ça restera dans la Constitution. Et la définition de l'application de la Constitution sera par une loi qui pourra être votée par n'importe quelle majorité. À partir de ce moment-là, la gravité de la situation, c'est introduire dans la nationalité française des différences dans la Constitution. Si c'était un texte de loi ordinaire qui rappelle que le Code civil peut modifier la nationalité de quelqu'un, elle peut, ça existe. Donc je dis pas le contraire. Mais là, l'inscrire dans la Constitution, c'est une manœuvre électoraliste qui consiste à dire, sur ce point-là, la droite sera obligée de voter avec nous, et donc nous aurons la majorité des 3/5 et nous montrerons que nous sommes capables de réaliser l'unité nationale. C'est pas vrai, c'est pas comme ça qu'on réalise l'unité nationale, au contraire, puisque la fracture risque d'être durable sur des valeurs et non pas sur des calculs électoralistes de personnes. Moi, je trouve que quand j'ai vu cette question-là, je me suis toujours posé, je me suis dit, la première question que je me suis posée, je dis mais ils sont fous. Ils donnent des arguments à ceux qui aujourd'hui travaillent dans les banlieues pour casser justement la citoyenneté à ces jeunes Français en leur disant, vous voyez, on ne veut pas de vous déjà d'un point de vue économique, on ne veut pas de vous d'un point de vue social, on vous délaisse tous les services publics, on les ferme, etc., vous les intéressez plus, et aujourd'hui on peut vous déchoir de la nationalité. C'est un argument supplémentaire qu'on donne à tous ceux qui travaillent les esprits de ces gens faibles. Qu'est-ce que tu en penses Moi, ce que j'en pense, c'est que j'ai reçu cette nuit, tard, un mail d'un jeune journaliste de Radio France. Il devait s'ennuyer, c'est la nuit, je sais, j'ai travaillé de nuit dans un journal, on s'ennuie. Et il me disait, d'accord, mais qu'est-ce que vous proposez ? Justement, je propose de lutter contre ce qui se produit dans les banlieues par d'autres solutions. Premièrement, sur le terrorisme. Revenons à ça. J'ai toujours défendu l'idée qu'il s'agissait de crimes contre l'humanité. Et quand je dis l'humanité, c'est pas au sens abstrait du terme, c'est l'homme. C'est des crimes contre la nature de l'homme, parce qu'ils mettent en cause j'allais dire, le fondement de l'existence de l'homme. Donc c'est pas à la France à régler ce problème-là. Ces gens-là, il faut les traduire devant un tribunal administratif, et c'est le monde entier qui doit prendre la mesure de ça. Voilà, premièrement, international. Parce que comme ça, je suis désolé, l'Arabie Saoudite, le Qatar, les États-Unis, tout le monde aurait la responsabilité de condamner ces actes-là. Là, on parle de crimes contre la nation. C'est-à-dire, sous-entendu, ce ne sont des crimes qu'en France, mais quand ça se produit à l'extérieur, bon, c'est pas notre problème. Non, c'est mon problème, quel que soit l'endroit du monde. Voilà. Deuxièmement, je pense qu'il faut reconnaître que ça va être un fait qui va aggraver la propagande en disant à ces gens-là, voyez, vous êtes rejetés en permanence. Même si vous faites rien, la Constitution française prévoit que vous pouvez éventuellement un jour être... Elle me dit, oui, mais il faut qu'ils commettent des actes graves. Mais la loi pourra qualifier de terroriste ou d'acte grave ce qu'elle veut.
Hein, elle pourra dire demain, quelqu'un qui va lancer des cocktails Molotov sur des gens dans une manifestation contre un barrage, contre un aéroport, contre n'importe quelle chose, il commet un acte terroriste. Une entreprise, contre une entreprise, contre n'importe qui. Chemise, par exemple, ça, oui, voilà, on construit une réalité. terroriste. Mais ces gens-là, ils vont avoir l'impression que c'est une condamnation a priori. C'est-à-dire qu'avant même, c'est a priori. Donc ça va renforcer les outils de ceux qui disent, regardez, ils ne veulent pas de vous et ils veulent pas. Et troisièmement, c'est inefficace. Totalement. Parce que quand on lit le texte de loi qui est prévu, on dit, il faut que la personne ait commis un acte grave terroriste contre la nation. Il faut ensuite qu'elle soit emprisonnée, évidemment. Il faut qu'elle soit arrêtée. Ensuite, il faut qu'elle soit jugée. Il faut qu'elle soit définitivement condamnée. Et ensuite, elle ne sera privée de sa nationalité qu'à l'issue de l'exécution de sa peine. Alors, je prends un exemple. Terroriste, prison à perpétuité, peine incompressible, 20 ans. Il y a au moins 4 ans d'instruction avant que le dossier soit fait. C'est-à-dire 25 ans après, on dira à cet homme-là, ben écoute, on est désolé, tu as la double nationalité, tu étais franco n'importe quoi, on t'envoie on te renvoie dans ton pays. 25 ans après. Et on me dit, ça va le dissuader de commettre des actes terroristes. Ça va dissuader les autres, mon œil. Ça va montrer aux autres que justement, la vengeance peut durer des années et être difficilement contrôlable. Vous êtes sur la clé des ondes de 90.10, on continue notre émission. Avant de donner la parole donc à Alain, au début, quand tu as pris cette position, beaucoup de gens sont tombés sur toi, on avait l'impression que tu étais le seul. Et aujourd'hui, on remarque que, bon, non, d'abord, tu n'es plus le seul, et puis tu as publié dans ton blog, ou dans Facebook, je me rappelle pas, enfin, ceux qui sont intéressés, Jean-Marie Darmian a un blog, a un Facebook, même 2 Facebook, vous pouvez aller voir tout ce qu'il a publié. Et je vois SOS Racisme, la Ligue des droits de l'homme, France Terre d'Asile, le BRAP, enfin, toutes les l'Union des étudiants juifs de France, la CGT, les syndicats solidaires et compagnie, tout le monde s'est soulevé contre ce projet de loi. Ce blog que je tiens, il a 11 ans. Il est quotidien. Là, je l'ai suspendu cette semaine sur les conseils d'un ami qui m'a dit « N'avive pas les haines avec ce que tu produis, mais je le reprendrai. » Ce blog, c'est un blog d'alerte. C'est pas un blog dans lequel... Ta position est une position d'alerte aujourd'hui. Oui, je me considère comme quelqu'un qui lance une alerte et qui dit aux députés socialistes ou aux parlementaires socialistes et qui leur dit « Je lance une alerte. » Vous prenez une responsabilité à l'égard de l'opinion publique. Ce n'est pas un blog qui a vocation à apparaître comme une vedette qui rassemble autour de lui. Ces mouvements-là ont leur légitimité. C'est à eux à mener le combat. C'est pas à moi. Moi, j'ai lancé l'alerte. Tout le monde a réagi, enfin une grande partie de la classe politique a réagi, même des gens qui ont réagi. Donc maintenant, c'est à eux à mener le combat. Moi, je considère que notre société manque de gens qui sont des donneurs d'alerte, des gens qui disent attention. Voilà vers où on va. Mais c'est vrai que c'est critiquable de lancer l'alerte, parce que ça, on a l'impression que on crie au feu et qu'après on se retire. Non, je me retire pas. J'ai signé les pétitions, je participe à la vie sociale, mais je mets en garde le Parti socialiste contre le risque qu'il court, parce que son risque d'implosion et son risque également de discrédit dans l'opinion publique va être tel que 2017, les campagnes se feront sans moi. Je ne remonterai pas sur une estrade. Je l'ai déjà dit à un camarade socialiste qui me critiquait. J'ai su monter sur des estrades pour dire il faut condamner vivement la proposition de Sarkozy sur la suppression de la nationalité française aux binationaux. Je remonterai pas sur une estrade en 2017 pour dire l'un des succès du gouvernement Hollande, c'est d'avoir fait ce que Sarkozy a demandé. Je me sens pas légitime et je me sens pas crédible vis-à-vis des gens qui m'ont fait confiance depuis des années. Aujourd'hui, tu dis je me mets à l'écart du Parti socialiste, ça veut dire que tu ne l'as pas quitté complètement, tu prends un peu de recul. Je pense quand même que dans le parti aujourd'hui, enfin moi qui suis syndiqué, on fait des congrès, on discute et moi, je suis passé de la CFDT à Sud à l'époque et on m'a voulu enlever ma légitimité en disant non, mais j'avais été élu par les salariés. Bref, je pense qu'aujourd'hui, il y avoir une cabale contre toi pour te faire démissionner parce que j'ai lu sur... J'en connais quelques-uns qui sont à l'avant-garde. J'ai lu sur des propos que je ne serais pas sincère si je démissionnais pas de mon mandat. Alors je répondrai que je ne suis pas député.
Donc je n'ai pas de rôle là, si j'étais député, ça même, se poserait. Si Deuxièmement, j'assume mon mandat de conseiller départemental et je pense que je demanderai à mes collègues vice-présidents s'ils continuent à m'accorder leur confiance ou pas. On verra bien. S'ils me la refusent, j'en tirerai les conséquences. Et troisièmement, pour terminer, je suis étonné quand même par le silence national du Parti socialiste. Parce qu'à ma connaissance, j'ai cru comprendre que au niveau de la direction nationale, et j'ai eu quelques textos qui me le prouvent, tout le monde ne partage pas l'avis du Premier ministre. Non, donc si le Premier ministre, et si quelqu'un a à mettre en jeu sa légitimité, que le Premier ministre aille devant le Conseil national du PS, qu'il indique sa position et qu'il y ait un vote du Conseil national du PS. Mais ce n'est pas à moi... Même à la limite, aller jusqu'à un congrès. Ce n'est pas à moi, contrairement à ce qu'a pu écrire un député girondin, à démissionner de mes fonctions sous prétexte que je suis en désaccord. Je suis en congé du Parti socialiste parce que justement, je veux encore croire à la capacité du Parti socialiste de se redresser et de revenir dans le droit chemin. C'est un message d'espoir que je donne. Si j'avais quitté purement et simplement, ça voudrait dire que je considère que la bataille est perdue. Non, la bataille ne fait que commencer et je suis pas certain qu'elle soit perdue. Merci. Alain, donc le frère de Jean-Marie, Alain Damian, dis-nous un peu ton sentiment, parce que bon, quand même, vous êtes une famille. Jean-Marie a retracé un peu l'histoire familiale du père arrivé ici, qui a été sûrement militant aussi, et qui transmet tout ça, hein, le grand-père. Le grand-père, oui, il revenait de Florac, souvent avec une bataille même, hein, avec l'œil au beurre noir. C'était l'époque du Parti socialiste, pur et dur. Mais c'était la lutte des classes, c'était l'affrontement avec le capital, c'était pas des partis roses comme maintenant. Non, ce que comment tu le perçois, difficilement rajouter quelque chose à ce que dit Jean-Marie. Moi, j'ai été militant syndical pendant 40 ans. Je participe à beaucoup d'associations aussi, le Walter du Sport, les Cruches Sadiracaises et autres. Mais non, ce que je crois, c'est que aujourd'hui, le Parti socialiste, d'ailleurs tous les partis politiques n'ont rien compris, sauf le Front National. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, comme l'a dit Jean-Marie tout à l'heure, et je crois que c'est surtout ça qu'il faut se mettre en tête, c'est que on ne défend plus des idées, mais on défend des gens. Voilà, c'est-à-dire qu'on a abandonné le débat d'idées et on reprend, comme on le voit aujourd'hui, des idées de l'autre parti pour se faire élire. Et je crois que c'est surtout ça qui est le plus on n'est plus sur des valeurs sociales, des valeurs égalitaires. Voilà, c'est ça. Parce qu'aujourd'hui et puis ce qui est, on le voit aussi à travers les expressions ou les non-expressions. Parce que Jean-Marie a parlé des gens qui se sont exprimés, je dirais, pour ou contre ce qu'il a fait ou ce qu'il a dit, mais il y a beaucoup de gens qui se taisent aujourd'hui. On peut s'interroger aussi pourquoi. Est-ce qu'ils attendent de voir réellement quel va être le vent le plus porteur? On peut se poser la question aussi. Ou est-ce que c'est parce qu'il y a des élections qui arrivent? Certains ont été élus dernièrement dans des conseils régionaux, on n'en entend pas parler. Politiquement, ils ont disparu dans cette histoire-là. Je crois que on manque de courage politique parce qu'on a peur de perdre son poste. Alors c'est dommage de dire ça parce que ça nuit à la politique. Mais je crois qu'on est réellement dans un contexte qui est celui-là. J'ai vu que la CFDT a aussi pris une position en disant que oui, la CFDT, bon, on peut dire ce qu'on veut, mais sur le problème humanitaire et sur les règles de la laïcité, de la liberté, de l'égalité, la CFDT, on la prendra pas en défaut. On peut parler sur les négociations, on peut dire, etc. Après, c'est autre chose. Mais sur ces valeurs-là, la CFDT ne sera jamais prise en défaut. J'ai vu que, bon, ça, partout, Pouria a pris position, Paul Quiliès a écrit, bon, enfin, aujourd'hui, tout le monde réagit. On va voir comment ça va tourner. Merci, Jean-Marie, d'être venu à notre radio. Merci, Alain, aussi, d'avoir participé. Pour notre part, on écoute notre indicatif et on aura peut-être l'occasion de revenir, hein. Et j'ai lu là, tout à l'heure, en venant, Piketty, il dit, à l'incompétence économique, le gouvernement ajoute l'infamie. On va terminer sur ça. Ben, c'est pas mal. Allez, merci et à bientôt. Renaud Villevorde, les chantiers navals du Havre de la Ciotat, Adelshofen, c'est la
Patex, Michelin, Epeda, Ludanone, Marks Spencer, les chaussures Bata, Levi's, Giat Industries, Airlib, Reims Aviation, Daewoo, Alcatel, EADS Aéronautique,